Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui dans ce nouvel épisode, j'ai un grand plaisir d'accueillir Valentin Hamoudi, qui est docteur en biologie moléculaire, spécialiste du monde végétal. Il est également auteur d'un superbe livre quand on aura l'occasion d'en parler de manière approfondie. Il est, comme je l'ai dit, donc chercheur, inventeur, bio-entrepreneur. Donc, ça fait quelqu'un de très riche. Et on espère qu'on va pouvoir, à travers ce live, vous donner aussi bien envie de vous intéresser au monde végétal que, je dirais, euh, aller creuser un petit peu ce qu'on peut faire avec toutes ces découvertes qui viennent du monde végétal et qui sont absolument fascinantes. Donc, bonjour Valentin, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui avec moi. Ouais, bonjour, Harry. Merci de me recevoir. Très heureux d'être là Ah, aussi. c'est un grand plaisir. Bon, bah écoute, tu sais un peu mes interviews j'aime bien toujours démarrer pour comprendre un peu d'où vient mon invité, son parcours et qu'est-ce qui lui a surtout donné le feu sacré de la science et je dirais, il n'y a pas simplement la science pour la science, mais c'est aussi développer des choses nouvelles pour l'humanité, etc. Donc, est-ce qu'on peut commencer un peu par te connaître un peu mieux sur ton parcours? Est-ce que, par exemple, quand tu étais enfant, déjà je sais pas, dans l'arrière-cour de l'école ou chez tes parents, tu observais le monde vivant avec curiosité ou finalement c'est venu très tard? C'est ça qui m'intéresse souvent de comprendre chez l'invité. Ouais. Euh, En fait, ouais, j'étais passionné de sciences déjà enfant, mais pas trop la biologie. J'aimais bien la biologie, hein, mais c'était plutôt la physique-chimie qui m'attirait. J'étais Ah, vraiment un fanat d'astronomie, cosmologie, grand fan des kits petits chimistes ou construction électronique. J'avais construit une radio en achetant les composants à droite à gauche. Donc c'était vraiment, c'était plus la physique-chimie. Et tout ce qui était vulgarisation scientifique, genre c'est pas sorcier. Pendant longtemps, je voulais faire comme métier, je voulais faire bosser à C'est pas sorcier en fait. t'en fais pas pour les changements de main. Je suis en train de voir si c'est pas mieux de te mettre tu sais, Ah, voilà, Ouais. c'est mieux comme ça. Mhm. Voilà, plus sympa. Ouais, donc tu étais plus fasciné par le monde de la physico-chimie que par le monde du vivant. Alors, C'est ça. et ton environnement familial, est-ce que tes parents étaient scientifiques ou pas du tout? Est-ce que c'est Ouais, alors mon père a un background scientifique, il faisait des analyses d'eau, des qualités d'eau, pardon. ah, Et ma mère, pas du tout, du tout. Ouais. Donc, en fait, ouais, j'ai toujours aimé la physique-chimie, la bio aussi, hein, mais c'était vraiment en physique-chimie quand j'étais enfant. Après, je sais que le déclic bio est venu au lycée, en fait, hmm, jusqu'en terminale, en fait. Euh, j'ai eu un prof en terminale de bio qui était vraiment génial et qui était passionnant. Et bon, je pense qu'aussi le programme devait être aussi intéressant. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. Mais je me rappelle en terminale de me poser la question, est-ce que j'ai pas envie de faire de la biologie en fait? Et en fait, les inscriptions pour les études supérieures, donc après le bac, ça se fait assez tôt dans l'année. Je crois que c'était mars ou quelque chose comme ça. hmm, Donc en fait, je me rappelle, je m'étais inscrit pour une prépa physique-chimie, hmm. sachant que je faisais un bac physique-chimie aussi, enfin spécialité, un bac Ah oui, scientifique, spécialité tu t'étais physique-chimie. programmé pour aller dans cette voie-là, quoi. Exactement, ouais. Et donc, en fait, à la fin de l'année, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je crois que j'ai envie de faire de la biologie, en fait. J'ai été Hmm. accepté en prépa physique-chimie et je me suis retrouvé un petit peu, j'ai pas osé refuser. Je me suis dit, c'est un peu craché dans la soupe, je vais aller en prépa physique-chimie. Bon, c'est ça que je voulais faire depuis le départ. Et au bout de quelques semaines, en fait, je suis arrivé, c'était bourrage de crâne. Fallait apprendre les choses par cœur. J'ai été témoin d'humiliation de la part d'enseignants, pardon, qui étaient vraiment pas normal, voire choquant. Et Les vraiment, fameuses colles, c'est ça, les fameuses colles en prépa? ouais, ou envoyer des personnes au tableau et se moquer de personnes, clairement, en fait. Et j'étais un peu choqué. Et en fait, au bout de quelques semaines, je pense que c'était un mois, peut-être un mois et demi, je me suis dit non, mais Hmm. je pars en fac de bio. Et donc, c'est pas sur un coup de tête, mais presque.
Et, Et pourquoi en voilà. fac de bio, tu aurais pu te réinscrire en fac de chimie, physique-chimie? Enfin, dans la filière Ouais, chimie. ouais, mais en fait, clairement, il y avait cet aspect, la prépa, ça me plaisait pas, et Mmh. ça me manquait un petit peu de découvrir comment la vie fonctionne, en fait. C'était ça Mmh. qui, mes goûts ont changé, je pense, ouais. Ah oui, 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 d'accord, ouais, ouais. Et c'est vrai qu'en terminale, il y avait eu, la graine, on va dire, avait été plantée, presque, si je fais le mettre l'analogie un peu facile. Mhm. La graine biologie avait été plantée et donc ça plus, je dirais, l'ambiance un peu particulière de la prépa, ça t'a convaincu de te «Allez, je vais tenter la bio». Ouais, exactement, ouais, ouais. Et là, tu arrives, en 1re année ou tu as une équivalence? Comment ça se passe? Non, non, ouais, donc je débarque en première année de licence, en ayant loupé ben, les journées d'information et tout. J'ai loupé un mois, donc j'étais un peu perdu au début. Mmh. Et en fait, bah, j'ai quand même pris mes marques assez rapidement, et vraiment, j'ai aimé très rapidement ce que je faisais. Le D'accord. Et alors, je te coupe, mais cette fameuse première année de bio, elle est particulière parce que, souvent, il y a des cours qui sont pas très intéressants aussi, hein, faut le dire, hein. Tu ouais, as évidemment un peu de biologie moléculaire et cetera, nous, mais il y a aussi quand même des choses qui sont très, 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 très ennuyeuses comme, je sais pas, enfin, je me souviens des trucs, la dissection, du crapaud, mhm. enfin, ou l'anatomie végétale, c'était pour moi ça c'était très, très ennuyeux, mais Ah ouais, ouais. parce que c'était ennuyeux à enseigner et c'était ennuyeux à apprendre. Mais je me demande, est-ce que comment dire? Tu pars d'une filière entre guillemets, où qui est censée être de l'excellence et tu arrives là-dedans où c'est un peu fourre-tout, et en plus tu as beaucoup de touristes, hein, en première année de sciences malheureusement et donc et tu es quand même accroché, tu as quand même aimé, ce qu'on te racontait? Ouais, ouais, bah, je suis quelqu'un de déjà curieux de nature. Donc en Mmh. fait, on avait de la géologie. Je voulais pas faire de géologie Ouais. plus tard, mais je trouvais ça intéressant d'apprendre comment ça fonctionnait. Et ouais, pour les cours de biologie animale, ouais, en fait, les cours, je les trouvais très intéressants. Je trouvais ça marrant d'apprendre comment les vers de terre se reproduisent. Mais par contre, à apprendre, ouais, c'était vraiment du gros volume par cœur. J'essaie de me rappeler, ouais, c'est pas plaisant, mais en fait, je me rappelle, il y avait de la biochimie qui était super passionnant, la biologie moléculaire, on apprenait, qu'est-ce qu'on apprenait? Euh, Ouais, la biologie, pardon, la biologie cellulaire aussi. Donc il y avait quand même pas mal de matières que je trouvais vraiment, vraiment passionnantes. Et bon et donc j'imagine là tu fais tout un cursus et mais est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà cette idée de dire, dès la première année ou deuxième année: «Tiens, je veux faire chercheur» ou c'est venu très tard là aussi? Parce que finalement, Heu, quand on suit des études, scientifiques à la fac, nos seuls modèles, on va dire, qu'on a en face de nous et autour de nous, c'est, les professeurs, les maîtres de conf, les ATER, donc ils sont tous des chercheurs, en fait et donc on n'a pas d'autre perspective que de se dire: «Je vais devenir chercheur». Est-ce que, c'était aussi là un peu partout pour toi par défaut, ou Mmh, tu savais déjà que c'était quelque chose qui te plairait? non, ouais, en fait, clairement, pendant quelques années à la fac, on va dire, 1re année, 1re et 2e année, j'avais pas une grande, compréhension de ce que c'était la recherche, et en Mmh. fait, bah, je faisais des études qui me plaisaient, donc je continuais un petit peu, et puis en licence, j'ai fait un stage en labo de recherche, et c'est Mmh. là où j'ai commencé un petit peu à m'intéresser. Donc je me suis dit: «Ah ouais, ça me plaît pas mal». Après je suis parti en master. Mon Mmh. master 1, j'ai continué, donc c'est un peu plus, restreint, donc c'était biochimie. Et puis après, donc là, pareil, stage. Et donc là, je savais que je voulais faire de la recherche. Et donc là, j'ai fait un master 2 recherche, biochimie, biologie moléculaire. Et puis, Dans un labo biologie végétale ou ouais. pas? Et en fait, c'est ça, la biologie végétale, en fait, à la base, ça m'intéressait pas plus que ça. C'est Mmh. c'est un peu comme la biologie. J'ai mis du temps avant. Les cours, il y avait des cours qui étaient très intéressants et des cours qui étaient un peu barbants. Pareil, la biologie végétale de première année, où il fallait apprendre les cycles de reproduction, c'était vraiment hardcore. Mmh. Euh, et en fait, c'est un stage, ouais, en licence, que j'ai fait dans un labo de recherche sur les plantes, où j'ai appris en fait plein de trucs sur les plantes que j'avais jamais appris Mmh. en cours en CM ou en cours magistraux. Et c'est un peu ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Je Le me suis dit, ouais, ouais, Le feu de la recherche et tu ouais. fais ta thèse dans le même labo? Ou Non, donc pas? en fait, après le master, donc tout ça, c'est à l'université de Dijon, Mmh mh. l'université de Bourgogne à Dijon.
Et donc, je suis né à Dijon, j'ai grandi à Dijon, j'ai étudié à Dijon. Après mon master, je me suis dit, bon, là, il faut que j'aille ailleurs. Tu m'aères un peu. Ouais. Et donc, j'ai fait ma thèse dans un labo à l'université d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Hmm, d'accord. Ah, génial ça. Et c'était sur une continuation, on va dire, sur la même thématique ou sur les mêmes modèles enfin, je sais pas, par exemple, ce que tu utilisais, quel modèle tu as utilisé dans ton master recherche et quel a été le modèle phare que tu utilisais en thèse? Est-ce que ça a été une continuation ou pas du tout? Tu as Ouais. carrément. Oui, pardon. Ouais, c'est Oui. clairement dans la continuation. En gros, j'ai travaillé sur Arabidopsis, qui est Mhm. la plante modèle. Et pendant mon master 2, dans mon stage, j'ai travaillé sur le tabac. Mhm. Et en fait, dans ma thèse, j'ai continué sur Arabidopsis avec quelques expériences à droite à gauche sur d'autres plantes, mais c'était principalement Arabidopsis. Donc ouais, donc, c'était quand même dans la continuité, donc pas mal, assez fondamental. Ah oui, d'accord. Et comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été une belle expérience ou à ce moment-là, tu avais déjà l'envie de sortir du monde académique ou est-ce que comment ça s'est passé cette thèse? Alors ma thèse, moi, c'était assez compliqué en fait. Le gros problème que j'ai eu en fait, c'est que je m'entendais pas avec mon directeur de thèse. Je ne vais Hmm. pas dire son nom ici. On C'était peut un le local, retrouver je veux dire, c'était un Danois ou c'était un postdoc, enfin un un PI néerlandais. étranger? Néerlandais. Ah, lui, il était néerlandais, d'accord. Ouais. Et puis, en fait, moi, je m'entendais pas avec lui sur le plan relationnel et aussi Mhm. professionnel, où on avait vraiment pas la même façon de travailler. Notamment, il faisait beaucoup de micromanagement. Hmm. Donc, ouais, la première partie de ma thèse, c'était délicat. Surtout que, en fait, mes stages de licence master, c'était quand même vachement bien passé. Et Mhm. là, sur le plan de la recherche, c'était un peu la première fois où je galérais un petit peu, ce qui est normal en thèse, hein, et j'étais pas Mhm. vraiment habitué à ce que ça marche pas du premier coup, en fait. Mhm. Donc, ouais, la première moitié de la thèse était assez compliquée, puis après, ça a fini par se tasser un petit peu, et ça s'est bien fini. Le groupe s'est agrandi, donc en fait, il y a plus de personnes qui ont joint le groupe. Donc forcément, mon directeur de thèse avait moins de temps à me consacrer, ce qui était une bonne nouvelle pour moi. Et ouais, voilà. Et tu avais un entourage, je dirais, de thésards plus aînés et de postdocs avec qui tu pouvais travailler, avec qui tu pouvais. Parce que c'est comme ça que souvent on apprend. On dit souvent, on apprend la recherche à la paillasse, mais en fait, on apprend surtout avec les thésards plus âgés et les postdocs plus âgés. Ouais, ouais, il y avait un bon groupe de personnes au labo. Ouais. Donc là, tu travailles sur le tabac et en une ligne, est-ce que tu peux vendre en fait ce que tu as découvert pendant cette thèse qui pourrait pour des néophytes, hein, évidemment, sans rentrer dans les détails. Ouais, très, très rapidement. Donc, je travaillais sur Arabidopsis, donc c'était vraiment du fondamental. Mhm. Et donc, euh, il y a les protéines, en fait, elles sont modulées par ce qu'on appelle des PTM, Post-Translational Modification. Mhm. Et en fait, moi, je me suis intéressé à un type de modification qui s'appelle la sumolation. Mhm. Donc, c'est un cousin ou une cousine de l'ubiquitination. Mhm. Et en fait, je regardais à quoi servait ou à quoi sert, pardon, la sumolation dans les plantes. Et donc, j'ai regardé à quoi ça servait dans les défenses des plantes, à quoi ça servait pour s'habituer à des températures élevées. Et j'ai pris ça un peu comme modèle pour regarder comment les gènes évoluent, comment une famille de gènes évolue et se diversifie. Mhm. D'accord, donc ça, c'était, on va dire, le gros sujet sur lequel tu as bossé. Et est-ce que ça, pareil, hein, est-ce que tu as continué ce sujet en postdoc ou est-ce que là aussi, tu as changé complètement de sujet? Non, ouais, alors j'ai complètement changé de sujet. Mhm. Complètement, ça dépend à quel niveau on considère que c'est complètement. J'étais à la fin de ma thèse, j'étais pas sûr de continuer en recherche, hein. Mhm. J'étais clairement déçu de mon expérience. Après, je savais qu'il y avait un gros facteur par rapport à mon directeur de thèse, donc j'avais du mal un peu à. Donc j'ai quand même hésité longtemps, et puis au bout d'un moment, je me suis dit allez, je vais faire un postdoc, je vais voir comment ça se passe. Et donc c'est là que je suis parti à Berlin. Mhm. Sachant qu'il y avait entre Amsterdam et Berlin, il y a eu quelques mois en Angleterre, quelques mois en France. Après, donc j'ai déménagé à Berlin en 2018, en janvier 2018,
pour le postdoc. Et donc là, j'ai travaillé sur… Donc c'est toujours comment les plantes répondent à des stress environnementaux. J'ai quitté un peu le domaine de défense immunitaire qui était quand même le thème principal pour me concentrer sur les stress qui endommagent l'ADN et comment les plantes arrivent à passer outre. Donc, typiquement, un stress que j'utilisais beaucoup, c'est l'exposition aux UV. Donc ça, c'était le modèle que tu as utilisé pendant la thèse, pendant le postdoc, pardon. Ouais, Et c'est ça, ça. c'était à Berlin, d'accord. Ouais. Et là, comment ça se passe? Est-ce que tu es un postdoc solo, le nez dans le guidon, ou est-ce que comment ça se passe? Est-ce que tu as une équipe? Parce que parfois, en fonction de là, par exemple, on Non. a toujours cette légende où on nous raconte souvent quand on arrive dans un laboratoire américain, en tant que thésard, enfin, quand on est fraîchement diplômé et qu'on arrive pour un postdoc, les gens sont surpris de voir les moyens qu'ils ont. Ils ont un technicien, ils ont même parfois, enfin, ils ont même plusieurs. Enfin, il y a toute une comment dire, équipe autour du projet et les gens sont un peu souvent étonnés parce c'est souvent comment dire, des expérimentateurs, donc ils ont du mal, on va dire, à déléguer en fait presque. Est-ce que tu as eu aussi ce phénomène-là ou est-ce que tu faisais toi-même les expériences? Ouais, justement, faire les expériences, c'est aussi un des côtés de la recherche qui ne me plaît pas, clairement. Vraiment, la manipulation de l'intérieur, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, en fait, j'ai eu la chance, c'était une petite équipe avec beaucoup moins de moyens que les équipes dans lesquelles j'ai travaillé avant. Et en fait, il n'y avait pas vraiment d'aide de techniciens. Par contre, j'ai eu plein d'étudiants. Donc, ça, c'était vraiment cool, des masters et des licences qui venaient, qui avaient des projets. Donc, j'ai vraiment aimé le fait de… J'avais une petite équipe, en gros, que je gérais. Et ça s'est bien passé. Et là, tu es resté combien de temps à Berlin sur ce poste-là? 4 ans, 4 ans. Ah oui, 4 années, d'accord. Ouais. Et tout ça, ça a débouché sur une belle liste de publications, parce que j'ai quand même regardé avant de te rencontrer. Ça a été très productif et, et à partir de là, moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que tu as quand même eu même plus d'un brevet, il me semble. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Et là, parce qu'en fait, ce que je voudrais savoir, c'est souvent quand on est dans cette logique-là, tu vois, c'est dire quelle a été la transition pourtant dans ta tête pour te dire je vais écrire un livre pour montrer le monde végétal au monde. Enfin, au monde, ouais, c'est ça, le monde végétal finalement aux êtres humains. Tu vois, parce que moi, j'ai adoré déjà dès l'intro de ton livre, tu m'as capté en me disant en fait, nous humains, on a une vision anthropocentrique sur le monde végétal. Et j'avais pas réfléchi, effectivement, tu as tellement raison. Parce on pense toujours qu'on a une vision anthropocentrique sur les autres animaux. Mais on ne pense pas qu'on a une vision anthropocentrique aussi sur les plantes. Donc justement, je te fais la transition sur ton livre. Comment ça se fait que tu as eu l'idée d'écrire un livre et pourquoi et comment ça s'est passé? Attends, Ouais. d'ailleurs, je vais peut-être me présenter la couverture. Partager l'écran. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là, voilà. Tu le vois? Ça charge, ouais, c'est bon. Ouais. Voilà, donc, Le pouvoir des plantes aux éditions Humaine Science, qui est paru le 6 septembre. Ouais. Voilà, okay. 2023. Donc, en fait, c'était un peu un rêve d'écrire un livre. J'avais ça dans le coin de ma tête depuis un moment, en fait. Je trouvais l'idée d'écrire un livre cool. Je savais pas vraiment sous quelle forme ou ce que je voulais faire. Et puis, en fait, c'est en lisant des livres de vulgarisation où l'idée a germé petit à petit. Et en fait, l'idée m'est vraiment venue à la fin de ma thèse, donc automne 2016. Je venais de lire Le charme discret de l'intestin de Julia Anders. Donc, c'est un livre que j'ai vraiment adoré et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne, en explorant plein de facettes différentes. Et en fait, les plantes, c'était un sujet parfait pour ça parce que c'est un sujet qui est assez méconnu, en fait. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre. C'est super intéressant ce que tu dis parce que
finalement, quand on s'intéresse au microbiote, parce que c'est de ça que parle ce livre, Ouais. qu'on soit, on va dire, comme moi, issu de la recherche sur, on va dire, les cellules humaines animales, on va dire, pour faire simple, hein, les gens qui nous écoutent, quand on est à la fac, souvent, il y a une dichotomie qui se fait. Il y a ce qu'on appelle les végétalistes, c'est-à-dire les biologistes qui travaillent sur le monde végétal, et les animalistes qui travaillent sur le monde animal et humain. Et on ne se parle pas trop, en fait, c'est parce que c'est déjà deux mondes différents. Et en fait, ce qui fait le lien, vraiment, entre les mondes animal et végétal, outre le fait qu'on mange le végétaux, c'est les microbiotes, c'est le monde microbien. Et une bonne partie du microbiote qui nous colonise vient des végétaux qu'on mange. Donc, ça fait vraiment un lien extraordinaire. Et j'imagine que ce livre, quand tu l'as lu, je peux imaginer que toi aussi, tu as eu une espèce d'éclair de génie en te disant, mais bien sûr, en fait, ces micro-organismes qui sont aussi quelque part les descendants de nos ancêtres, c'est eux qui font le lien entre ces êtres évolués que sont les plantes et les animaux. Ah ouais, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un chapitre tout entier où le chapitre n'est pas tout entier dédié à ça, mais une grande partie aux microbes qui interagissent avec les plantes. Bon, alors donc on a un peu compris que l'envie d'écrire un livre un peu plus large, c'est venu déjà pendant ta thèse à la lecture d'un livre qui t'avait marqué. Et Ouais. au niveau écriture, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es isolé dans un monastère et que tu l'as écrit d'un trait pendant 15 jours sans voir la lumière du jour? Ou est-ce que c'est le produit d'une écriture un peu journalière, hebdomadaire? Comment ça s'est passé ton travail, ta façon de travailler pour écrire le livre? Ouais, alors en fait, ouais, donc l'idée, je l'ai eue en 2016 et en fait, j'ai commencé à rassembler des idées. J'avais une idée quand même assez claire de ce que je voulais raconter. J'avais 10 à 15 chapitres assez clairs. D'ailleurs, quand je regarde un peu le fichier que j'ai créé à l'époque, la trame est là quand même, hein. Et puis, en fait, je mettais des anecdotes. En fait, j'avais quand même collecté depuis un moment pas mal de petites histoires marrantes, de petites anecdotes, de faits intéressants. Et par contre, gros blocage au niveau de l'écriture. J'arrivais pas à écrire et donc j'ai mis ça sur pause, un peu en stand-by. Et en fait, donc l'idée, donc c'est resté sur pause jusqu'à il y a pas si longtemps que ça en fait. Hmm. En fait, j'ai rencontré un chercheur, Mehdi Moussaïd, qui travaille au Max Planck Institute à Berlin. Et en fait, lui, il travaille sur l'étude des foules. Il a une chaîne YouTube qui Ah bah marche. oui, oui. D'ailleurs j'ai lu son livre, donc Ouais. Et il est voilà, donc excellent. Il est excellent. c'est Ouais, ça, ouais. j'ai pas percuté quand tu as dit le nom. Oui, effectivement, il est brillant. Exactement. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle La fouloscopie. Et en fait, on a papoté un coup ensemble et je lui ai parlé un peu de son livre. Je lui ai dit que j'avais une idée de livre aussi, mais que ça n'avait jamais vraiment abouti. Donc, je lui ai raconté un petit peu de quoi il s'agissait et il m'a dit ah, franchement, ça a l'air d'être très intéressant. Tu veux pas que je te donne le contact de ma maison d'édition? Tu leur parles, tu fais le même pitch et tu verras quoi. Et donc, j'ai eu un rendez-vous, enfin un call avec Humaine Science. J'ai expliqué ce que je voulais faire et ça s'est bien passé. Et en fait, c'est un peu le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin pour me mettre à écrire en fait. Donc je m'y suis collé. Et puis en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit chapitre par chapitre. Ce que je faisais, j'écrivais un chapitre, je l'envoyais à la maison d'édition, j'avais un feedback. J'ai fait ça pour tous les chapitres. Et après, ce que j'ai fait, donc ça, il y avait un premier jet avec tous les chapitres. Après, correction au niveau du style, au niveau rajouter des anecdotes, des faits, en enlever, homogénéiser un peu tout. Donc ouais, au niveau du style, à l'époque, donc c'était Olivia Récassens qui m'a beaucoup aidé pour m'expliquer ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait éviter de dire ou comment le dire. Donc après le premier jet, donc je suis repassé sur tous les chapitres. Et après, finition, mettre tout ensemble, homogénéiser. Et ça, c'est fait avec Johanna Blind de Humaine Science aussi. Et en fait, là, il y a un autre. Après, en parallèle de l'écriture, il y avait un gros travail de l'ordre des chapitres, en fait. Hmm. J'ai essayé de faire un truc, j'ai essayé de faire quelque chose de progressif qui commence assez simple et d'essayer d'introduire les petites informations plus techniques ou les termes un peu plus compliqués, les introduire progressivement pour pas que ça soit tout de suite un peu compliqué. Et j'ai fait ça un peu crescendo, quoi. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'ordre des chapitres et sur quand introduire certaines notions. Par exemple, il y a un chapitre sur la mémoire
où je parle de gènes, d'ADN, d'épigénétisme. Donc, c'est quand même des notions qui demandent pas mal d'introduction pour que ça ne soit pas trop. À la base, il y a un autre chapitre qui est sur l'ADN, l'ADN des plantes. Et ce chapitre, je ne sais pas pourquoi, je voulais qu'il soit vraiment à la fin. Et en fait, je ne l'ai pas mis à la fin, je l'ai mis avant le chapitre sur la mémoire pour que les deux soient collés, pour que je n'ai pas à réintroduire la notion de gène et la notion d'épigénétisme, pour que tout soit introduit avant dans le chapitre d'avant. Donc, j'ai vraiment fait un travail assez rigoureux pour que ça soit assez fluide au niveau de la progression. Et si tu veux mettre ta casquette de vendeur, parce qu'un livre, c'est un produit que l'on vend, hein, évidemment, à qui tu s'adresses en priorité ce livre? Moi, j'ai une idée, hein, mais je voudrais savoir comment toi, tu le vois entre les mains de qui? Ouais. Alors, le public de ce livre, je l'ai voulu très large. J'ai essayé de rendre le livre vraiment accessible en faisant preuve de pédagogie et, comme je disais, d'y aller crescendo pour pas que ça soit overwhelming, pour pas que ça soit trop tout de suite. Donc, pour réussir à suivre correctement les infos, je dirais qu'il faut avoir une curiosité scientifique sans forcément avoir un bagage scientifique qui va avec. Et je dirais qu'il faut savoir ce que c'est une cellule et avoir entendu parler peut-être un peu d'ADN et de molécules un petit peu. Et ouais, j'ai essayé de donner certaines informations techniques quand je trouvais que ça valait vraiment le coup de creuser, mais toujours en essayant de simplifier et de garder l'essence même de l'information, en gardant un vocabulaire pas trop compliqué et en utilisant plein d'analogies. Ça, j'aime bien faire ça, d'utiliser des analogies pour illustrer mes propos. Par exemple, je fais un parallèle entre les cellules qui gardent en mémoire des informations et un livre de cuisine dans lequel on peut glisser des marque-pages pour avoir accès tout de suite aux recettes qu'on préfère. Donc, ce genre d'analogie, j'ai essayé d'en utiliser le maximum pour que, même si on n'est pas un bagage scientifique, on puisse s'imaginer à quoi ça ressemble. Alors absolument, moi comme tu le sais, hein, parce qu'on en a beaucoup échangé sur les questions, tout ça que je voulais te poser, je l'ai lu cover sous cover, j'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant. Moi je le vois bien entre les mains des scientifiques animalistes, entre guillemets, hein, c'est-à-dire c'est vaste, hein, qui ont justement envie d'avoir une revue scientifique de très haut niveau, mais sans devoir comment dire, devenir eux-mêmes experts. Comme ça, avec ton livre, ils peuvent avoir une vision 360 degrés des grandes questions aujourd'hui qui concernent la biologie végétale, la recherche en biologie végétale et évidemment les applications technologiques. Ça peut aussi intéresser, je pense, les investisseurs dans le domaine agrotech, cleantech, climate tech, food tech. Tous ces gens-là, que ce soit analystes ou décisionnaires, je pense que c'est un livre qui peut vraiment, vraiment les intéresser et les aider dans leur compréhension de ce qu'aujourd'hui est la science. Parce qu'évidemment, quand on veut se lancer dans l'investissement dans ces champs-là, pour pas tomber dans j'ai envie de dire, dans du bullshit, il faut quand même se baquer avec de la vraie science et de ce que la science peut aujourd'hui faire et sur les questions sur lesquelles elle travaille. Et pas se dire on va investir sur des trucs qui vont changer le climat du jour au lendemain. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des grands enjeux scientifiques et sur ton livre te permet justement de très rapidement et facilement, parce que tu l'as superbement écrit, de comprendre ces grands enjeux à 360 degrés. Donc ça c'est bravo, vraiment. Donc si on rentre un peu dans le vif du sujet, alors parler un peu du monde végétal, parce que on a lancé une grosse promesse sur ce live, les secrets du monde végétal. Par quoi est-ce qu'on peut commencer, par exemple? Tiens, moi j'avais une question peut-être un peu naïve, parce que quand on étudie la photosynthèse, hein, comment dire, ce mécanisme incroyable que les plantes ont inventé, domestiqué sur des millions d'années, qui consiste à capter l'énergie solaire pour fixer le CO2 et en faire du sucre. Je ne me trompe pas, hein, c'est ça, hein. Comment ça se fait que nous, humains, avec toute notre intelligence, on n'a jamais réussi à domestiquer nous-mêmes cette photosynthèse pour la mettre dans des panneaux solaires, par exemple? Alors ça, c'est une question qui me vient comme ça, mais voilà, la photosynthèse, c'est quand même un truc incroyable. Voilà, on peut commencer par ça, peut-être, non? Je sais pas. Ouais, c'est une bonne question.
C'est une bonne question pour commencer, je trouve. J'ai commencé par la photosynthèse dans mon bouquin, donc ça colle pas mal. Donc, ouais, à propos de domestiquer la photosynthèse. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la photosynthèse, en tant que mécanisme, il est loin d'être super efficace. Il est loin d'être efficace même. En fait, il n'y a que 1%, ou je ne sais plus si c'est 1% ou quelques pourcents de l'énergie lumineuse qui arrive au sol, qui est en fait convertie en énergie chimique par les plantes, donc en sucre. Et en fait, ce qui est très peu. Et les panneaux solaires qu'on a, en fait, ils font beaucoup mieux. Et en fait, il y a deux raisons pour ça. Déjà, la chlorophylle, dont le pigment principal utilisé par les plantes pour la photosynthèse, en fait, il absorbe la lumière que à certaines longueurs d'onde, donc le bleu et le rouge. Donc, en fait, il y a toute une étendue du spectre, notamment à l'intérieur du spectre visible, qui n'est pas absorbée par la chlorophylle. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, une des enzymes qui joue un rôle clé dans la photosynthèse, elle s'appelle la rubisco. En fait, c'est la protéine qui capte le CO2 atmosphérique. Et en fait, le problème, c'est que cette rubisco, elle a un deuxième substrat, elle capte aussi le dioxygène pour catalyser une autre réaction qui s'appelle la photorespiration. Et en fait, donc, on a essayé d'améliorer la photosynthèse. Bon, en fait, il y a pour différentes raisons, hein. Soit pour capter plus de CO2, pour faire des puits de carbone, ou alors pour augmenter les rendements agricoles. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on veut augmenter l'efficacité de la photosynthèse. Donc, ouais, on a essayé de modifier la rubisco de façon ponctuelle pour voir si on pouvait augmenter son affinité pour le CO2, pour voir si on pouvait augmenter la façon dont elle capte le CO2. Et en fait, on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'on faisait ça, en fait, on arrivait à augmenter l'affinité, mais l'enzyme perdait en turnover, en fait. Donc, on perdait en efficacité derrière. Donc, il y avait tout le temps un trade-off, un peu comme des vases communicants. Dès qu'on met quelque chose, de l'autre côté, ça diminue. Donc, en fait, ouais, ça fait quand même longtemps qu'on essaye. À ma connaissance, il n'y a pas grand-chose qui a marché. J'ai juste lu un truc récemment où il y a une étude qui a essayé de rechercher l'évolution de la rubisco dans les plantes, et ils ont trouvé qu'il y avait des plantes ancestrales dans la famille des Solanacées, c'est la famille des tomates et des pommes de terre, qui avaient une rubisco qui est ancestrale, entre guillemets, qui est censée avoir une activité bien plus importante. Donc, en fait, ça ouvre un peu des portes pour le futur. C'est-à-dire d'amener le gène de cette rubisco ancestrale qui serait plus performante et de le mettre dans des plantes d'intérêt. Alors, tu peux voir ça comme ça, mais tu peux voir aussi étudier la protéine, pourquoi cette protéine est plus efficace, et essayer après de faire des modifications ponctuelles sur la protéine dans une plante. Donc, il y a différentes options. Et au niveau des pigments, donc j'ai compris, hein, ce que c'est, je ne savais pas, par exemple, que la chlorophylle, donc finalement, elle n'est pas si efficace que ça, parce qu'elle est quand même très complexe. On ne va pas parler de la chimie de la chlorophylle, c'est quand même une molécule assez complexe. Donc on imagine que cette complexité-là lui permet d'avoir une efficacité énorme, et en fait, finalement, pas tant que ça. Puis elle n'est pas si efficace que ça pour capter les photons, les convertir, et les transmettre dans le système. En fait, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris avec ton livre, c'est que finalement, le monde animal va chercher à travers l'évolution à devenir de plus en plus performante au niveau enzymatique, au niveau de ces systèmes de spécialisation. Tu vois, les serpents, ils ont des crocs, des venins, etc., très spécialisés, alors que les plantes, elles ont cette force qui est leur abondance, c'est-à-dire que c'est comme elles ont cette espèce de multitude et cette abondance, on voit bien une plante quand elle germe, qu'elle fleurit ou qu'elle fait ses branches, c'est-à-dire que c'est la quantité qui finalement pallie au fait qu'elle est moins efficace à l'échelle cellulaire ou moléculaire. Est-ce que je me trompe dans cette perception globale du monde végétal? Non, ouais, tout est fait de façon plus lente, plus ça correspond assez bien à ce que tu dis. D'ailleurs, on le voit bien dans la reproduction aussi, hein, c'est vraiment fascinant. Bah écoute, on peut peut-être passer
on peut peut-être avancer un peu ah oui, tu abordes aussi l'immunité des plantes. On va évidemment pas spoiler le livre, mais l'immunité des plantes avec d'autres concepts hein, dont tu as parlé, la mémoire ou le World Wide Web, on en parlera aussi. C'est vraiment des concepts aujourd'hui qui reviennent, qui ne sont plus du côté un peu ésotérique. C'est vraiment la science. Là, on parle d'immunité de la plante, on parle de la mémoire, on parle vraiment justement, je parlais d'anthropocentrisme, mais effectivement, on utilise maintenant un vocabulaire qui revient, qui est dans le monde animal et qu'on transpose ou qui finalement existe chez les plantes, mais d'une autre Ouais. manière. Et ça prend du temps, hein, parce que, par exemple, je cite l'exemple des hormones végétales qui, pendant des années, on se moquait des biologistes végétales en disant bah, non, les plantes n'ont pas d'hormones, alors que maintenant, c'est un concept qui est complètement accepté. Et pareil pour donc l'immunité, la mémoire. Et la mémoire, ça fait encore, c'est un sujet qui est qui fait encore polémique. Il y a encore des personnes qui considèrent que les plantes n'ont pas de mémoire. Ouais. Et donc, on parlait justement de l'immunité. Ouais. Attends, parce que là, j'avais. Ouais. Donc j'ai un chapitre qui est dédié à l'immunité des plantes, en fait. C'est un sujet que j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est les sujets, mes stages universitaires, je les ai faits sur ces sujets, en fait, sur les défenses des plantes. Et donc, en fait, les plantes, quand on les regarde comme ça, elles peuvent sembler assez inertes, mais en fait, malgré les apparences, elles ont un système immunitaire qui est en fait assez sophistiqué. Il y a des molécules qui reconnaissent la présence de potentiels agresseurs comme des microbes, donc bactéries ou champignons ou des insectes. Et après la reconnaissance de ces agresseurs, les cellules végétales vont déclencher des défenses. Il y a toute une batterie de mécanismes qui se déclenchent, par exemple la production de molécules antibactériennes ou antifongiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La fermeture des stomates. Donc en fait, les stomates, c'est des pores qu'il y a sur les feuilles. Et en fait, c'est les pores par lesquels il y a des échanges gazeux pour la photosynthèse. Et en fait, forcément, c'est des points d'entrée pour les microbes. Donc, une des premières réponses, c'est de fermer ces pores pour être sûr qu'aucun microbe ne s'infiltre à l'intérieur des tissus végétaux. Donc, ouais. Il y a excuse-moi, cette corrélation entre l'agression bactérienne ou microbienne et le fait que ça se ferme est bien aujourd'hui établie. C'est-à-dire qu'on est sûr que le stomate se ferme par un espèce de mécanisme lié à la présence de micro-organismes. Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est complètement établi. C'est pas le seul mécanisme qui engendre la fermeture des stomates, mais c'était complètement établi, ça, ouais. Alors, on a une question de monsieur Olivier Floch. Donc, merci Olivier pour votre question. Les plantes s'installent à un même endroit pour toute leur vie sur la planète et ont dû développer toute une série de stratégies pour assurer leur subsistance, reproduction, prédation, adaptation au changement de leur environnement immédiat. En fait, c'était une remarque, mais merci Olivier. Oui, effectivement, ouais. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, il y a aussi un phénomène qui est assez intéressant, c'est la réponse hypersensible. Donc, on imagine une feuille et un microbe qui arrive sur la feuille. Et la feuille va en fait sacrifier des cellules tout autour du site d'infection pour empêcher que le microbe puisse se propager, en fait. Question de monsieur Cédric Cabrol. Donc, bonjour Valentin, bonjour Harry, bonjour Cédric. Abordez-vous le contrôle climatique exercé par les plantes? Si oui, quelles seraient vos illustrations? Merci. Donc, est-ce que c'est une question que tu abordes dans le livre? Oui, bien sûr, ouais. Chapitre 4. Voilà, je vous le recommande. Hein. Est-ce qu'on prend les questions au fur et à mesure comme ça ou Oui, on est à bâton rompu parce que sinon, on est en live, c'est le principe. Bon, sur l'immunité, il y a tellement de choses à dire, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Alors, effectivement, dans le système dans les systèmes végétaux, dans le monde végétal, tu n'as pas de système immunitaire spécifique comme il y a chez les animaux avec les anticorps, etc. Mais donc, c'est un système qui est aspécifique, entre guillemets. Je dis entre guillemets, mais la capacité des plantes à générer un catalogue extrêmement varié de molécules leur permet d'avoir une chimiothèque antibactérien, antimicrobien absolument dingue. Et c'est ça qui est fascinant, en fait. Ouais. Et justement, moi, j'ai une question là-dessus. Quel est
la réactivité de la plante à générer de la variabilité moléculaire pour qu'il y en ait une qui puisse jouer le rôle de bactéricide ou de fongicide. En fait, c'est ça qui. Il n'y a pas de système immunitaire adapté, adaptatif, pardon. Et donc, en fait, les plantes, elles naissent avec une boîte à outils contre différents microbes. Mais par contre, dès qu'il y a un microbe qui arrive à surpasser ses défenses, et ça arrive par des pressions de sélection qui sélectent, sélectent des bactéries ou des microbes qui, avec des mutations un peu aléatoires, vont d'une façon ou d'une autre arriver à résister à la défense à résister, de la plante. En fait, la plante se retrouve assez démunie. Il y a tout un jeu d'échange évolutif entre les bactéries, pardon, les microbes ou les pathogènes qui arrivent à surpasser les défenses. Et en réponse, toujours avec un jeu de pression de sélection, des plantes qui vont réussir à établir des protéines de résistance pour contrer cette offensive. Et en réponse, les bactéries, ou pardon, les microbes encore, vont réussir à nouveau contrecarrer les défenses, etc., etc. Et donc, en fait, les défenses des plantes sont quand même ont toujours un temps de retard, en fait. Et ce qui, en fait, entraîne dans certains cas des épidémies. Et par exemple, il y a la banane qui est décimée en ce moment par la maladie du Panama qui est causée par Fusarium. Il y a la vigne qui est touchée par le mildiou, le riz qui est attaqué par des souches de Xanthomonas qui déclenchent le flétrissement du riz, je crois que ça s'appelle, ouais, ça en français. Pareil, dans le Maghreb, les figues de Barbarie, elles sont ravagées par des insectes qui ont réussi à passer outre les défenses de ces plantes. Et donc, il y a tout un pan entier de biotech et de sélection ou d'amélioration d'espèces qui visent à optimiser les défenses des plantes quand elles sont démunies par rapport à un agresseur. Alors, toujours dans cette idée ça va un peu peut-être il y a tellement de questions. Il y a aussi la question, oui, le monde des plantes, c'est fascinant. C'est l'horloge interne des plantes. On a tous été un peu jardiniers du dimanche et on sait que quand on plante des graines, je ne sais pas, en décembre, elles ne vont pas pousser, mais dès les premiers jours du printemps, ça va commencer à germer. Donc, comment elles le savent, comment elles le sentent, tout ça, c'est extraordinaire. Mais on n'a pas le temps de tout évoquer, mais il y a aussi je dirais leur reproduction sexuée chez les plantes. Parce est-ce que la question de plantes mâles et femelles fait sens dans le monde végétal? Comment est-ce qu'elles se reconnaissent? Comment est-ce que des semences d'une plante A reconnaît les semences complémentaires de la même espèce? Parce qu'évidemment, encore une fois, dans cette idée d'anthropocentrisme, on sait très bien comment ça fonctionne chez les animaux. Il y a des spermatozoïdes, il y a des ovules, il y a des protéines de surface, il y a des jeux de clés, de serrures qui permettent de ne pas féconder, on va dire, un ovocyte d'une autre espèce. Et quand bien même ça fusionne, on va avoir des développements avortifs parce qu'évidemment, le jeu chromosomique n'étant tellement différent entre un homme et un chimpanzé que ça va jamais aboutir. Mais chez les plantes, comment ça se passe? Parce que ça, c'est quand même aussi une question fascinante. Ouais. En fait, la reproduction sexuée, c'est pas quelque chose dont je parle trop dans le livre. J'ai essayé de ne pas trop en parler, mais il y a plein de choses à dire. Ouais. Pour les phénomènes de reconnaissance, il y a aussi des récepteurs qui interviennent et qui empêchent les fécondations, les fécondations interespèces et aussi les autofécondations aussi. Dans certains cas, c'est pour éviter ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la morphologie des fleurs, va attirer certains types d'insectes et pas d'autres, ce qui en fait aussi limite déjà le brassage interespèces. Et sinon, il y a les aberrations chromosomiques en fait. Chez les plantes qui constituent une barrière pour la fécondation entre différentes espèces, un peu à l'image de ce qu'on a chez les animaux. Je peux expliquer ça très, très succinctement. En gros, quand une cellule se divise, il faut qu'il y ait faut que les chromosomes se divisent en deux lots identiques. Donc, en fait,
si on n'a pas le même nombre de chromosomes dans dans le gamète mâle, donc dans la cellule reproductrice mâle et dans la cellule reproductrice femelle, il y aura une asymétrie dès la première division de la cellule œuf. Et en fait, donc ça, soit ça mène à l'avortement de l'embryon, soit en fait, la plante peut être viable, mais ça mène à la stérilité. Donc, en fait, c'est un peu comme on voit chez les animaux avec les mules qui sont stériles. Oui, c'est fascinant. On n'a pas le temps de parler de ça plus profondément parce que moi j'avais plus une vision de dire est-ce qu'on n'a pas essayé justement, parce que c'est un peu la barrière à l'entrée est plus facile là, chez les plantes de faire des hybrides. On le fait un peu chez les animaux pour s'amuser. On mélange un tigre et un lion, ça fait je ne sais plus comment on appelle ça, un tigron. Ça dépend de qui est le mâle et qui est la femelle, mais ouais. Voilà. Et je me demande est-ce qu'il y avait eu des tentatives simplement pour l'exploit, soit de mélanger soit des espèces proches, soit même des espèces éloignées, mais bon, ça nous emmène trop loin. La réponse est oui. Ah oui, on a essayé, ouais. Ça ne m'étonne pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le livre un sujet fascinant, c'est évidemment la totipotence végétale. Cette capacité quand les végétaux, quand les cellules végétales quasiment de refaire une plante clone. Est-ce que c'est vrai sur toutes les cellules de la plante? Est-ce que c'est vrai sur toutes les espèces de plantes? D'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est que cette totipotence? Ça, c'est vraiment fascinant. Ouais. En fait, tout est lié à la capacité assez unique que les plantes ont d'avoir des cellules qui sont capables de se dédifférencier et se redifférencier. En gros, concrètement, il y a une cellule de tige. En fait, elle peut, dans des conditions particulières, se transformer en cellule de racine. Et en général, tout ça, c'est régulé par des hormones végétales. Donc, c'est un pouvoir qui est assez spécial et assez puissant parce que il n'existe pas vraiment chez les animaux. Hein. Et en fait, les animaux, on a des cellules qui circulent dans le sang. Et donc, par exemple, s'il y a un dommage, en fait, les cellules sont libres de circuler même à travers les tissus pour réparer des tissus endommagés. Chez les plantes, en fait, les cellules, elles sont entourées d'une paroi végétale, une paroi cellulaire, qui empêche les cellules de voyager, de circuler. Donc, les cellules sont immobiles. Donc, à partir du moment où il y a un dommage, une lésion, ben, en fait, c'est les cellules qui sont autour de cette lésion qui doivent réparer, d'où la totipotence et l'idée que les cellules peuvent se différencier et redifférencier pour réparer les lésions. Et ça, c'est extraordinaire. Pour répondre à tes questions pour les cellules, la question originale, c'était si toutes les cellules sont capables de ça. De la racine jusqu'aux tiges et aux cellules de fleurs, est-ce que toutes les cellules, finalement, d'un point de vue théorique, ont cette capacité, ou est-ce que c'est vraiment que certaines parties de la plante qui a cette capacité de totipotence? En fait, théoriquement, toutes les cellules, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Il y a des cellules avec lesquelles ça marche beaucoup mieux que d'autres. Et pareil pour il y a des types de cellules qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Et pareil pour certaines espèces, en fait. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y a des espèces avec qui ça marche bien et d'autres espèces avec qui ça ne marche pas bien. Ouais. D'accord, c'est vraiment très, très intéressant. Sachant qu'on peut contrôler tout ça et promouvoir tout ça avec des apports d'hormones artificielles pour essayer même une plante qui est récalcitrante, on peut essayer d'induire la reprise d'un petit bout avec des traitements hormonaux. Alors, la conséquence ou l'application je dirais, des deux phénomènes, finalement, un, c'est l'absence de système immunitaire spécifique, et deux, cette totipotence permet justement les fameuses greffes de plantes, puisqu'on peut prendre une plante et la greffer sur une autre, ou simplement prendre une branche et la mettre dans un substrat adéquat et qui fait des racines à partir de juste de la branche, et donc ça refait une plante clonale. Et donc ça, tout ça, on peut le faire, c'est vraiment un fascinant, et on peut faire vraiment un petit jeu de Lego avec les plantes qui est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus?
Alors, je suis en train de lire mes propres questions, mais comme elles sont longues, je ne les ai pas appris par cœur. Mais... Ah oui, bon, bah, peut-être qu'on peut. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de la mémoire des plantes et aussi embrayer sur ce concept incroyable qui est le World Wide Web, qui est aussi un concept, enfin, je ne sais pas si c'est un concept ou une théorie qui a été assez controversée. Aujourd'hui, elle est plus ou moins acceptée, mais on est vraiment dans un avatar là, tu vois. Ouais. Bah, Alors, vas-y, je peux dire 2 mots sur la mémoire, puis après je rebascule. bien sûr, bien sûr. Ouais, la mémoire des plantes. Pareil, j'ai un chapitre tout entier sur la mémoire. Donc c'est un sujet qui est passionnant et en fait, c'est bête, mais les plantes n'ont pas de cerveau et en fait, on a conclu assez hâtivement, ok, pas de cerveau, pas de mémoire. Et en fait, il y a plein d'autres mémoires, notamment au niveau cellulaire, qui sont très, très bien établies chez les plantes. Un exemple très bête, en gros, une plante qui est attaquée par un pathogène, et ben en fait, on remarque que si la même plante est attaquée ultérieurement par le même type de microbe, la plante, elle va réagir de façon plus rapide et plus intense. Donc, en fait, ça sous-entend qu'il y a un mécanisme de mémoire. Et donc, dans le livre, j'explique en fait que la mémoire, notamment au niveau cellulaire, elle intervient à différents niveaux, l'ADN, l'ARN et les protéines, entre autres. Et ce qui reste encore flou maintenant, c'est comment, par exemple, des tiges et des racines, elles ne vont pas avoir les mêmes types de stress. Et on ne comprend pas trop si les plantes arrivent à intégrer et compiler les informations qui viennent de différents modules. Et ça reste un petit peu la zone floue au niveau de la mémoire. Après, il y a vraiment plein de choses à dire sur la mémoire. Je ne peux pas vraiment tout développer. Et ton autre question, je ne me rappelle plus. C'était la mémoire. Alors, le World Wide Web, mais juste avant, tu parles aussi dans ton livre sur comment est-ce que des plantes arrivent à amener la sève des racines, surtout des plantes très très hauts. Hein. Je crois que le record, c'est la taille de la Tour Eiffel, il me semble. Hein, c'est des arbres qui ont, de mémoire, hein, qui arrivent à atteindre la taille de la Tour Eiffel en termes de hauteur. Donc, il me semble que c'est ça le record mondial de. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi haut que la Tour Eiffel, mais. C'est quasiment, je crois. Je ne me rappelle même plus combien fait la Tour Eiffel en hauteur. Mais c'est pas grave. La sève monte assez haut. Et comment est-ce qu'elles arrivent à faire monter cette sève alors que physiquement, c'est quasiment une mission impossible, mais elles y arrivent. Bon, on laissera les lecteurs aller voir le livre. Il y a énormément de curiosités comme ça qui ont été, dont tu apportes les réponses scientifiques, puisque les scientifiques se sont attachés à y répondre. Peut-être une dernière question sur le livre, parce que ça aussi, c'est quelque chose de fascinant. C'est le fameux le Wood Wide Web, c'est ça? Ouais. Voilà, j'ai dit le Wood Wide Web. C'est donc le réseau souterrain entre les plantes, les microbes, et entre les plantes et d'autres plantes de même espèce et d'autres espèces même. Ouais, c'est bien d'avoir 2 mots là-dessus, parce qu'il y a plein de choses à dire encore, comme toujours. Hein. Donc, en fait, ouais, les plantes, au niveau des racines, ont formé des symbioses avec des champignons. Donc, en fait, c'est une association donnant-donnant. La plante cède un petit peu de ses sucres, produit la photosynthèse pour que le champignon grandisse. Et en échange, le champignon donne des vitamines, des nutriments, augmente la surface des racines. Donc, les racines explorent une plus grande surface dans le sol. Et donc, en fait, donc cet organe spécial s'appelle la mycorhize. Et donc, les plantes mycorhizées, c'est très, très bien décrit, poussent bien mieux que les plantes non mycorhizées. Donc, c'est un truc qu'on essaie d'appliquer en agriculture, trouver quels microbes, quels champignons s'associent avec quelle espèce et quels avantages fournissent. Et en fait, dans les années 90, il y a des découvertes qui ont été faites où le champignon, en fait, qui a fait une symbiose avec un arbre, en fait, va continuer à pousser et va rencontrer la racine d'un autre arbre. Et va former aussi une mycorhize, etc., etc. Et en fait, il y a tout un réseau qui se forme où les arbres seraient connectés par cette fibre de mycélium, de champignons. Et donc, l'idée que les plantes s'échangeraient des molécules, soit de croissance, soit de danger
Donc, en fait, ça, c'était un concept qui était vachement sexy parce qu'en fait, c'est quand même génial de penser à ça. Et en fait, il y a quand même, depuis quelques années, il y a un bémol. On commence à se dire qu'on a peut-être tiré un peu trop de plans sur la comète. Il y a quelques études qui commencent à paraître. Je parle d'une dans mon livre où c'est en fait une méta-analyse. Donc, en fait, c'est une étude qui regarde toutes les études qui ont été faites ou une grande partie des études. Et en fait, il y a un truc qui est en train qui s'appelle le biais positif de citation. Et c'est un fléau en science un petit peu. C'est pas que pour ça, mais ça illustre parfaitement le problème en fait. Mettons qu'il y a 100 études qui ont été faites et qu'il y en a deux où en fait on s'aperçoit qu'il y a des échanges de molécules entre deux arbres, mais qu'il y en a 98 autres où en fait on trouve rien. Et en fait, les deux études qui ont montré qu'il y avait des échanges, en fait, elles vont concentrer toute l'attention, notamment, pas seulement des chercheurs, mais aussi de la couverture médiatique pour parler de ce qui marche, en fait. Donc, en fait, ça ne remet pas en cause tout le concept de Good Wide Web, mais en fait, ça met un bémol dans quelles circonstances est-ce que ça marche, etc. Et puis, ceci dit, alors, moi, évidemment, je ne suis pas expert, mais ceci dit, en lisant ton livre, et je me suis un concept, enfin des choses un peu parallèles, c'est tous les échanges ADN interespèces entre microbes et plantes, plantes-microbes, plantes-plantes au sein de la même espèce ou d'autres espèces, avec transposons, avec les transposons ou avec les bactéries. Donc, on peut imaginer que des molécules libres informationnelles aussi puissent, à travers ce réseau souterrain. Oui, absolument, absolument. L'autre raison pour laquelle certains chercheurs doutent un petit peu de ce réseau, ou en tout cas de l'importance du réseau, en fait, il y a des études qui, ça a commencé dans les années 90, donc ça commence à dater un petit peu, et on se demande si, en fait, il n'y aurait pas des alternatives qui ont été oubliées, qui pourraient expliquer les résultats. Et en fait, je crois qu'une des alternatives, c'est en fait peut-être que les molécules ne voyagent pas via le champignon, mais sont relarguées dans le sol et captées par un autre arbre. Et en fait, si c'est le cas, ça veut quand même dire qu'il y a des échanges entre les arbres. Donc, c'est pas si un réseau. Donc, c'est super intéressant, ce genre de… Ouais. Et on a parlé donc de ce réseau souterrain, mais il y a aussi, est-ce que le concept de phéromone végétal a un sens ou pas du tout? Des arbres qui communiqueraient par des molécules qu'elles rejetteraient dans l'atmosphère et qui permettent informationnellement de dire à un autre arbre, attention, il se passe quelque chose, ou pas, ou ça n'a pas de sens? Sûr. Ouais. Toujours, j'ai beaucoup d'exemples sur le système immunitaire des plantes, mais ça illustre pas mal de mécanismes. En fait, déjà, quand on va dire une feuille est attaquée, en fait, il y a tout un échange d'hormones, production d'hormones qui va alerter le reste de la plante aussi, même si le reste de la plante n'a pas été attaqué, pour préparer en cas d'attaque. Et en fait, c'est un exemple, c'est les j'ai oublié le nom de l'espèce. J'ai oublié le nom de l'espèce végétale. C'est pas grave. Bref, des arbres qui, quand ils sont attaqués, relarguent des molécules dans l'air et pour alerter qu'il y a des gazelles qui commencent à les brouter, pour alerter, c'est pas pour alerter, mais en gros, ils relarguent des molécules que les autres arbres perçoivent, donc ils savent qu'ils sont en présence ou qu'il y a des animaux qui broutent aux alentours et qui peuvent préparer à leur tour leur défense. Et parce que ces molécules sont relarguées, vont être perçues par l'arbre réceptrice. Est-ce que tout le mécanisme, je dirais, de signalisation est aujourd'hui bien décrit? Est-ce que on sait exactement la molécule rentre par les stomates, j'imagine, elle est captée par les cellules, est-ce qu'il y a des récepteurs dans les cellules, est-ce qu'il y a une signalisation? Est-ce que tout ça c'est bien connu ou c'est encore à l'état d'hypothèse? Donc c'est bien connu que ça marche et que l'éthylène notamment est évaporé, passe dans l'air et est perçu. Je te cache pas que je sais pas à quel moment c'est perçu. Ça veut pas dire que c'est pas connu. Moi, je sais pas exactement comment ça marche ça. D'accord, ouais, c'est fascinant. On peut imaginer aussi que quand on déchire une feuille de citronnier et les arômes que nous, on perçoit qu'on trouve agréables aient un sens pour le monde végétal, que c'est une agression pour la plante et certainement, il doit se passer quelque chose. Pareil pour, je sais pas, pour le basilic. Basilic, quand on arrache une feuille, il y a le parfum qui s'en échappe, mais pour la plante, c'est une agression et que vraisemblablement, il doit se passer quelque chose. C'est vraiment fascinant et ça, on se dit encore qu'on a
on a tout un univers à découvrir avec le monde des plantes. Et qu'en termes d'application, nous, humains, on a quand même fait des choses extraordinaires avec les plantes, puisque 90%, je sais pas, je dis n'importe quoi au niveau du chiffre des plantes, des végétaux que l'on consomme sont issus du croisement et de la sélection faite par la main de l'homme. Alors le pourcentage, je te laisse me le corriger, j'ai dit 90, mais c'est peut-être plus ou moins, mais c'est énorme, que ce soit les céréales, les légumes, les fruits, tout ce que nous mangeons est issu du croisement de la main de l'homme. Même les fruits exotiques que vous pensez être exotiques, comme la banane, la mangue, etc., sont issus de croisements que l'homme a fait pour obtenir des fruits qui ont des qualités que leurs ancêtres n'avaient pas. Par exemple, la banane sauvage est rempli de graines immangeables. Donc c'est ça. C'est pas forcément des croisements. Hein. Les croisements, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Sélection, ouais. C'est voilà, de la sélection, surtout. Ouais, les deux. Oui, et donc on a cette image-là de ce qu'on nous on est arrivé à faire avec les plantes. Éventuellement, on imagine que les vêtements que l'on porte sont faits de fibres de coton, de lin, de chanvre. Et voilà, on s'arrête là, quoi. Même quand on imagine, quand on fait du génie génétique pour produire des OGM, c'est souvent pour améliorer la qualité agroalimentaire des plantes ou de leur résistance éventuelle aux insecticides, enfin aux insecticides, j'allais dire aux insectes, etc., et aux microbes. Mais en fait, l'application de ce que l'on a découvert sur les plantes est beaucoup plus vaste que finalement notre estomac et finalement à nous vêtir. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu des applications biotechnologiques qui sont un peu moins connues du grand public, peut-être? Ouais. Comme tu le dis, en fait, il y a énormément d'applications biotech des végétaux et qui vont au-delà de la création de nouvelles espèces agricoles. Et donc, en fait, il y a plein de secteurs en fait qui sont concernés. Je pense à la cosmétique, la pharmaco, secteur humanitaire, l'urbanisme. Quoi d'autre même l'exploration spatiale, en fait, la production d'énergie. En fait, il y a tout un chapitre que j'ai réservé dans le livre où je présente en fait des projets que je trouve soit super ingénieux, soit originaux, ou alors qui ont un impact important. Donc, je peux t'en présenter une ou deux maintenant. Avec grand plaisir, oui. Je pense à la molecular farming, donc l'agriculture moléculaire. Donc je vais commencer par un cas un peu simple qui est le cas de l'insuline, qui est un peu la success story de l'agriculture moléculaire, pour poser vite fait les bases. Donc en fait, l'insuline, c'est la protéine qui abaisse la glycémie et qui est utilisée dans certains cas de diabète. Et en fait, dans les années 80, on prélevait l'insuline à partir de pancréas de porc et de vache. Et c'est ça qu'on faisait jusqu'à les années 80, 90, 80 il me semble, où en fait il y a des scientifiques qui ont eu l'idée d'insérer le gène de l'insuline à l'intérieur d'une bactérie pour que ces bactéries se mettent à produire l'insuline. Donc en fait, on utilise les cellules comme une véritable usine biologique pour fabriquer les molécules qui nous intéressent. Et dans l'exemple de l'insuline, c'est une application pharmacologique, mais en fait, il y a plein d'autres exemples, fabrication d'anticorps, de vaccins, plein d'autres molécules en cosmétologie ou des enzymes pour dégrader certaines substances. Et en fait, dans le cas de l'insuline, on est passé de bactéries, après on a amélioré le système pour les produire dans des levures. Donc les levures, c'est aussi des êtres unicellulaires, mais un peu plus évolués. Et en fait, même selon le type de protéines qu'on veut produire, on peut aussi passer en système de culture de cellules animales liquides. Et en fait, chaque système a ses avantages et ses défauts. Et dans les défauts, par exemple, les protéines et les levures, elles n'apportent pas certaines finitions aux protéines, les post-translational modification dont je parlais un petit peu avant. Dans le cas des cellules animales, c'est le coût. En général, cultiver des cellules animales en bioréacteur, ça coûte une blinde, en fait. Et en fait, vu que tous ces systèmes, c'est des systèmes qui fonctionnent en culture cellulaire en milieu liquide, il faut que ça soit fait en bioréacteur dans des conditions stériles pour éviter qu'il y ait des contaminations qui
donc le fait que ce soit dans des milieux stériles, c'est pour éviter les contaminations en fait, qui peuvent vraiment ruiner toutes les productions. Ah oui, au niveau des contaminations, un autre problème, cette fois sanitaire, c'est qu'en fait, il peut y avoir des pathogènes humains qui se développent dans ces cultures, qui peuvent être dangereux pour les personnes qui manipulent tout ça. Donc, en fait, l'agriculture moléculaire, ça marche très bien, mais avec certaines limites assez contraignantes. Et c'est en fait ici que les plantes entrent en scène un petit peu, parce qu'en fait, elles offrent une très bonne alternative entre qualité et quantité, en fait. D'un côté, les cellules végétales, qui sont évolutivement parlant très évoluées, apportent une grande partie des finitions des protéines qui sont nécessaires. Et d'un autre côté, vu que c'est des plantes, on n'a pas besoin de bioréacteurs, on peut les cultiver en serre, en chambre de culture ou même en champ. Donc, il n'y a pas besoin d'être stérile. Et en fait, on peut tout de suite, dans des serres, faire pousser ces plantes en grande quantité. Donc, pour le upscale, c'est assez abordable. Et en termes d'extraction, c'est aussi accessible ou c'est compliqué d'enlever parce qu'on imagine les plantes avec toutes ces armures qu'elles ont autour de chaque cellule, ce qu'on appelle nous les fibres. Mais est-ce que c'est facile l'extraction finalement chez les plantes? C'est un des points négatifs. Ouais, c'est un bon point. C'est un des points négatifs, le process donc d'extraire les protéines et les purifier. Ça peut être un peu lourd avec les plantes. Bon, ceci dit, je viens de faire un parallèle un peu bête, mais quand on prend une olive et qu'on en fait de l'huile d'olive, on extrait bien l'huile qu'il y a dans les cellules du fruit. Donc, c'est faisable. Je veux dire, je pense que tout est possible. On fait beaucoup d'extractions pour l'industrie du parfum. Donc, j'imagine, extraire des protéines d'intérêt dans des plantes OGM, ça doit être possible. Et non, enfin, c'est… Ouais. Je viens de me rappeler d'un petit truc sur l'insuline, en fait, qui boucle un peu la boucle par rapport au début de l'histoire avec l'insuline. En fait, là, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. C'est un copain qui m'a envoyé ce papier. On produit de l'insuline dans des salades maintenant. Et en fait, ça résout pas mal de problèmes, notamment à conservation. Il n'y a pas besoin de mettre ça au frais. Et pas besoin de l'injecter en intraveineuse, en fait, ou je ne sais pas si c'est intraveineuse, mais pas besoin de l'injecter avec une seringue. Il suffit donc la salade est comprimée et on mange ça. Et en fait, les fibres végétales protègent l'insuline de la dégradation dans l'estomac. Donc, et ça passe dans le sang au niveau de l'intestin. Et l'autre point positif, c'est que l'insuline, quand on l'injecte en seringue avec une piqûre, en général, enfin souvent, c'est mal dosé et il y a un risque d'hypoglycémie si jamais on en injecte trop. Et en fait, donc là, cette étude-là, c'est sur des souris ou des rats, j'ai oublié, bon, des rongeurs. C'est fascinant, c'est fascinant. Et au niveau paradigme, parce que tu sais, au niveau hormonologie, et j'ai envie de dire, on a toujours une vision un peu cybernétique de l'hormonologie chez l'endocrinologie et de l'hormonologie chez des animaux. C'est-à-dire qu'on a un pic de glucides, de sucre dans le sang, et il faut qu'il y ait un pic d'insuline pour le faire baisser. Donc c'est très cybernétique. Là, on se dit, avec une libération lente à travers la digestion, on arrive à avoir de l'insuline qui fait son job sur des pics de glycémie post-repas. C'est fascinant. Sur les souris, forcément, c'est le modèle souris qui est beaucoup plus petit, mais je crois que c'est en 15 minutes où ils observent déjà une atténuation progressive sans que ça chute d'un coup. Ouais, c'est fascinant, vraiment fascinant. Ça ouvre énormément de choses parce que justement, on se dit toujours que donc cette fameuse libération lente à travers cette salade qui est protégée par les fibres de la plante, et qui permet donc ce release, cette libération lente, fait le job. Et ça c'est fascinant. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire des injections ciblées à forte concentration à des moments précis. Ça sera au futur, ça c'est pas encore opérationnel. Les prémices Alors là, j'ai envie de le dire aussi à tous les gens qui font de la musculation et qui font des injections d'hormones de croissance ou de testostérone. Peut-être qu'un jour, vous aurez de la salade en marché noir OGM qui est gavée de testostérone, d'hormones de croissance et je sais pas, d'OPO, je ne sais pas. C'est rigolo à entrevoir qu'il va y avoir peut-être aussi un marché parallèle des OGM. Ça peut être marrant, ça.
pour les scientifiques un peu fou qu'on est, ça ouvre, je dirais, des perspectives un peu rigolotes. Bon, en plus, je dirais de l'aspect médical sérieuse. Donc, ok, molecular farming, et qu'est-ce que tu veux nous parler encore d'autre en termes d'application? Parce que tout ça, c'est vraiment fascinant, hein. Ouais. Qu'est-ce que je peux. Il y en a peut-être, parce que ça, c'est fascinant aussi, hein, Pardon? je sais pas ce qu'on peut parler de la terraformation ou permettre aux astronautes d'être complètement comment on pourrait dire, d'être complètement autonomes avec des microserres complètement autonomes qui travaillent. Tu vois, ça aussi, c'est fascinant comment Ouais, comment ouais. on emmène tout ça dans l'espace et comment on les fait vivre. C'est incroyable. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les végétaux. Mm. Un autre truc qui est bien, je trouve, qui est vraiment à l'opposé un petit peu de la molecular farming, c'est tout ce qui est réurbanisation Mm, des espaces avec des plantes, en fait. C'est un peu à l'opposé parce que c'est presque de la low-tech, en fait, mm, qui je trouve assez intéressante parce qu'en fait, ben, avec l'urgence climatique, les changements qui sont en train de se passer. En fait, l'organisation des villes est aussi en train de changer. On est en train de s'apercevoir qu'il faudrait que les villes soient moins grosses, moins denses, moins chaudes, avec plus de proximité et un peu moins centralisées. Et en fait, les plantes peuvent rendre plein de services, mm. euh, dépolluer des sols, dépolluer l'air, faire des barrières anti-bruit le long d'axes principaux de circulation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rafraîchissement de l'air aussi, qui est très utile. Quelque chose qui est aussi assez souvent oublié, c'est l'effet positif sur l'humeur, en fait, Bien sûr. qui a vraiment un impact. Même l'apparition de jardins partagés ou jardins associatifs qui aident à la formation de communautés et la cohésion de ces communautés. Donc il y a plein de choses qui sont très intéressantes avec les plantes au niveau de l'urbanisation. Absolument, ça c'est, je ne sais pas si les gens ça les intéresse, sur FunMOOC, il y a un très bon MOOC sur justement ce sujet, si ça les intéresse, c'est très très intéressant. Mm. Euh, sur le plan biotech, qu'est-ce qu'on peut dire encore, les applications un peu hot qui pourraient intéresser peut-être le monde des investisseurs, peut-être un dernier point je sais pas, une dernière application biotech un peu exotique, un peu moins connue. Dans les commentaires, on a parlé du contrôle du climat par les plantes, mais est-ce qu'il y a des applications technologiques qu'on peut envisager, et donc derrière des startups, des investissements, ou c'est trop science-fiction? Non, 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 il y a pas de science-fiction. Comme on parle de conquête de l'espace via les plantes, hein, donc c'est quand Mmh. même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Forcément, les plantes, ça offre une alternative très importante ou très intéressante en termes d'alternatives en protéines animales. Et donc, il y a plein de produits à base de végétaux qui sont développés. Il y a un projet que j'aime beaucoup. C'est pas lié directement aux plantes, hein, mais ça y participe en fait. Les protéines végétales, certaines protéines végétales, en termes de quantité, on est bien pour concurrencer les protéines animales, pardon. Par contre, il y a certains problèmes au niveau de la qualité, pardon. Il y a, Un acide sans aminé. rentrer dans les détails, il y a certains aminoacides en gros, le taux d'aminoacides n'est pas exactement le même et ça peut poser problème. Et il y a une start-up à Vienne qui s'appelle Archeon qui produit, donc c'est avec des archébactéries. Ils ont réussi à mettre à point, c'est avec la precision fermentation, la fermentation avec précision, je pense que c'est comme ça qu'on dit en français, euh, qui arrive à produire un package d'aminoacides qui est personnalisable. Donc on peut dire je veux ça, ça, ça dans telle proportion. Et en fait, leur but, c'est de pouvoir complémenter tous les produits véganes, les alternatives à la viande, pour qu'elles soient compétitives en termes de quantité, ce qui était déjà le cas, mais aussi de qualité. Ouais. Et ce que je En trouve. fait, non, mais ça, c'est vraiment fascinant parce que pour nous, les hommes, hein, les humains, alors je ne sais pas si c'est vrai pour tous les animaux, la source de protéines, on va dire, étalon, c'est le blanc d'œuf. C'est là où il y a
en termes d'acides aminés, les protéines contiennent l'ensemble des acides essentiels dont on a besoin, plus ceux dont on n'a pas besoin. Donc, ce qui fait de cet aliment l'étalon en termes de protéines, en termes de source de protéines. Et le problème des plantes, c'est que pour les végétariens, ils sont obligés de combiner les légumineuses avec les céréales, les sources de céréales, donc riz, blé, orge, etc. Et de combiner ça en un pour un avec des légumineuses pour ne pas avoir de carence en acides aminés. Effectivement, comme tu le disais, les légumineuses, c'est vraiment une source très riche en protéines, mais elles sont carencées en certains acides aminés essentiels pour l'être humain. Et donc, ils sont obligés de combiner ça, faire des jeux de combinaisons un peu compliqués. Mais donc, aujourd'hui, on pourrait carrément créer soit avec le monde végétal, on va dire les OGM, soit avec le monde bactérien ou micro-organismes au sens large, des sources de protéines qui rivaliseraient avec le blanc d'œuf. Et ça, c'est vraiment fascinant. Et donc, il y a des pistes de recherche là-dessus. Ouais, exactement. Même d'application, parce que tu as cité une startup. Ouais, c'est ça. Archeon, ça s'appelle, ouais. Mais il y a des projets comme ça, il y en a vraiment plein, vraiment plein. Pour le molecular farming, moi, j'ai essayé de faire ma propre startup. J'ai inventé une technologie. J'en ai pas parlé, mais en fait, il y a tout un problème de comment on produit les protéines dans les plantes. Est-ce qu'on les produit de façon constitutive? Mais en fait, il y a une compétition entre la croissance de la plante et la production des protéines. Donc, en fait, ce qui est mieux, c'est d'avoir un interrupteur pour pouvoir activer la production des protéines que quand la plante est grande. Donc j'ai inventé, on est en train de breveter ça avec l'Université de Berlin, cette technologie pour pouvoir, en un claquement de doigts, produire une quantité assez grande de protéines simplement. Il y a des projets, toujours dans le molecular farming, pour revenir à la viande, des projets comme, comment il s'appelle, Leaf Expression System ou Core Biogenesis, qui sont à Strasbourg, qui produisent des facteurs de croissance. En fait, pour produire la viande en labo, donc la clean meat, donc c'est la viande produite en labo pour arrêter la viande industrielle, en gros. Ça marche bien, mais c'est encore beaucoup trop cher pour être compétitif sur le marché. Et une des raisons, c'est les facteurs de croissance, donc les molécules qui poussent les cellules à se diviser. Et en fait, ces deux entreprises que j'ai citées, elles produisent des facteurs de croissance qui sont produits avec les plantes, en fait. Donc, en fait, il y a plein de sujets. Donc, le molecular farming vient se greffer à la food tech et tout ce qui est produits vegan et arrêter la viande industrielle. Donc, tout est quand même assez connecté à ce niveau-là. Oui, c'est les convergences de différentes inventions, c'est la convergence de différentes inventions qui viennent de champs, on va dire, parallèles ou même opposés parfois, qui arrivent à faire une convergence et un réseau d'innovation, pour reprendre une terminologie qu'utilise Joël de Rosenay, qui est un futurologue, un biologiste futurologue, et qui parle de réseau d'innovation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, en gros, pour faire simple, c'est pas parce que vous avez inventé l'ampoule à incandescence que vous allez faire fortune. Il faut que les maisons soient connectées à un réseau électrique, il faut qu'il y ait l'invention des interrupteurs, il faut qu'il y ait l'invention, je dirais, d'un compteur électrique, il faut qu'il y ait l'invention d'une centrale électrique, il faut qu'il y ait l'invention du câblage électrique. Et là, il y a une convergence d'inventions qui fait que d'un coup, on passe de la lampe à huile à des maisons illuminées par l'électricité. Ouais. Et c'est pareil dans le monde de la biotechnologie. Il faut qu'il y ait des convergences d'inventions pour finalement permettre des sauts qualitatifs. Et là, on y est. C'est-à-dire que là, on est en plein dedans. Ouais, tu parles d'électricité. On peut même produire de l'électricité avec les plantes. J'en parle dans le bouquin. Absolument. Notamment, il n'y a pas que eux, mais c'est un peu les leaders bio, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, qui sont en Espagne, où ils font une espèce de système un peu similaire à celui d'une pile chimique pour fabriquer de l'électricité. Et leur plan, c'est de faire des carrés de gazon qui alimentent des lampadaires ou des lampes de jardin. Ouais. Ça dépasse un peu l'entendement des fois. Genre, je suis pas sûr qu'il y a 20 ans, je suis pas sûr qu'on ait imaginé qu'on puisse produire de l'électricité avec les plantes comme ça. Ouais.
Il y avait aussi la startup Glowy qui faisait la bioluminescence. Malheureusement, ils ont fait faillite. Mais il y en a une ouais, autre c'est ça. qui a pris le relais, qui a été financée par Qui veut être mon associé sur la fameuse émission de M6, qui fait la même chose, bioluminescence sur les plantes, mais avec un business model différent. C'est-à-dire, au lieu de vouloir cibler comment dire, l'éclairage urbain, qui a été un peu peut-être compliqué pour Glowy parce que c'est des marchés compliqués. L'autre startup concurrente, elle a ciblé sur l'éclairage, on va dire, événementiel et domestique, pour le plaisir personnel. Et elle a l'air de fonctionner. Et donc, Ok. en tout cas, le principe biotechnologie sur lequel était appuyé Glowy et la concurrente est absolument génial. Et on aimerait tous avoir ces plantes qui illuminent nos chez soi. Mais après, donc, je suis pas sûr que ces projets arrivent. Je trouve que scientifiquement, c'est très bien, mais ces projets vont forcément rester se confronter aux normes, régulation en OGM. Je suis pas sûr que les plantes qui fassent de la lumière voient le jour, en tout cas d'ici peu. Mais Là, il y a d'autres applications qui feront leur nid, qui feront leur chemin bien avant, évidemment. Et ouais, tout ce qui est réorganisation d'urbanisme, il y a même plein de projets qui visent à, en fait, qui enregistrent toutes les infos d'une plante, quand est-ce qu'elle pousse, quelles sont ses propriétés, quelles molécules elle absorbe ou pas, quand est-ce que... Et en fait, qui proposent en gros, des solutions pour, dans tel type d'environnement urbain, il vaut mieux faire pousser ces arbres parce que ça pousse mieux, ou ces arbres parce que ça résout ce problème. J'ai une idée, moi, de trucs, de projets pour intégrer, pour aller même un niveau au-dessus, un niveau au-dessus pour réorganiser l'espace urbain en remettant une couche d'intelligence artificielle là-dessus. Mais je peux en parler, on peut en parler en off, ça pourrait prendre un peu de temps à expliquer. Je sais qu'avec moi, tu peux toujours échanger sur ces sujets-là. Je suis fasciné et fasciné par la créativité de ce que tu peux proposer. Alors, merci aussi d'avoir abordé je dirais, ta propre invention et startup. Je voulais pas en parler parce que comme c'est en cours de brevet, je voulais pas te mettre mal à l'aise. Ouais. Donc, merci de l'avoir abordé. C'est fascinant. Donc, j'ai pas révélé comment ça marche et c'est en cours de brevetage. Et en fait, c'est une application qui pourrait être vraiment utile pour ces entreprises qui essaient de produire des molécules avec ces interrupteurs. Donc, je pense qu'on va mettre une licence sur ce brevet. Ça va être fascinant de te suivre là-dessus. Bon, bah écoute, Valentin, je crois qu'on a bien discuté. Est-ce que tu aurais voulu que je te pose des questions que j'ai oubliées est-ce que tu aimerais peut-être dire un dernier mot pour la fin? Je pense qu'on a fait le tour au niveau des questions. On a déjà abordé pas mal de sujets. Il y en a plein d'autres dans le livre. Oui, Oui, pour finir, merci de m'avoir reçu et j'espère que ce livre va réussir un petit peu à éveiller la curiosité chez les personnes qui ne soupçonnaient pas que les plantes avaient autant de mécanismes ou que les mécanismes étaient aussi sophistiqués chez les plantes qui sont malheureusement souvent vus un peu de haut ou un peu oubliés dans le domaine de la biologie en tout cas. Merci Olivier pour votre dernier commentaire. Effectivement, on peut joindre Valentin sur LinkedIn. Il a aussi un site internet. Je mettrai évidemment tous les liens dans l'article de blog. Donc merci Olivier, c'était ma dernière question. Enfin, ma dernière remarque, c'est effectivement on te retrouve sur LinkedIn, sur Twitter. Tu as un site internet, donc je mettrai tous les liens dans l'article de blog. Donc suivez-moi et vous verrez l'article de blog qui apparaîtra aussi dans la foulée de cette interview. Merci infiniment Valentin, c'était vraiment un vrai plaisir de discuter avec toi. Ton livre est passionnant, je le recommande. Donc merci Le beaucoup. pouvoir des plantes chez Human Science, excellent livre qui vous permet d'avoir une vision 360 degrés des grands enjeux de la recherche dans le monde de la biologie végétale, mais aussi des applications biotechnologiques que l'on peut faire avec les végétaux. C'est fascinant, il n'y a pas que manger et se vêtir, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les végétaux. Je crois qu'on a fait le tour. Merci infiniment Valentin et à très bientôt. Merci, à très vite.